Le Cameroun est peut-être en train de basculer sans le savoir. Loin des caméras, loin des communiqués officiels, loin de Yaoundé, une scène apparemment anodine vient de fissurer le récit de la stabilité absolue. À Banjul, en Gambie, Issa Chiroma a rencontré 3 diplomates européens. Un rendez-vous discret, silencieux, mais politiquement explosif. Car dans le langage feutré des relations internationales, ce type de rencontre n'est jamais anodin. Il ne s'agit ni de courtoisie, ni de hasard, encore moins d'improvisation. Lorsqu'une puissance étrangère accepte de dialoguer hors des cadres officiels avec une figure politique contestée, cela signifie une chose précise, le scénario actuel n'est plus considéré comme intangible. La stabilité proclamée n'est plus suffisante. Les certitudes commencent à vaciller. Le Cameroun entre ainsi dans une zone grise, celle où la crise politique Cameroun cesse d'être une rumeur interne pour devenir un objet d'analyse stratégique à l'international. Pendant que le discours officiel continue d'afficher la continuité et le contrôle d'autres calculs, s'opèrent ailleurs dans des chancelleries où l'on ne raisonne plus seulement en termes de soutien, mais en termes d'anticipation. Dans ce contexte, Issa Chiroma ne devient pas un sauveur, ni même un interlocuteur privilégié. Il devient un indice, un instrument de mesure, un révélateur. À travers lui, ce sont des scénarios entiers qui sont évalués, transition, rupture, crise ouverte. Et c'est précisément là que le danger commence. Si des décisions cruciales sur l'avenir du Cameroun sont désormais discutées en dehors de ses frontières, que c'est réellement le pays de ce qu'il attend, et combien de temps lui reste-t-il avant que l'histoire ne s'impose brutalement à lui. Il faut d'abord comprendre pourquoi Banjul. Pourquoi cette capitale discrète, rarement associée aux grands basculements africains, s'impose soudain comme le théâtre d'une rencontre à haute charge politique. En diplomatie, le choix du lieu n'est jamais neutre. Il est un message en soi. Banjul n'est ni Bruxelles, ni Paris, ni Addis Abeba. Banjul est un espace intermédiaire volontairement périphérique, suffisamment éloigné pour échapper aux projecteurs suffisamment neutres pour permettre des échanges sans conséquences immédiates. Lorsque des discussions sensibles se déplacent vers ce type de terrain, cela révèle une réalité précise. Le centre de gravité politique est en train de se déplacer. Le Cameroun n'est plus uniquement analysé à travers ses institutions officielles, ses communiqués ou ses élections. Il devient un dossier observé en marge, disséqué à distance, étudié en dehors de ses propres frontières. Ce glissement est fondamental. Dans l'histoire contemporaine africaine, les rencontres en terrain neutre ont souvent précédé des ruptures majeures. Elles apparaissent toujours à un moment particulier, celui où la parole officielle cesse de convaincre, où la stabilité proclamée ne suffit plus à rassurer, où les partenaires extérieurs cherchent à comprendre ce qui se cache derrière la façade. Banjul, dans ce contexte, fonctionne comme un sas, un lieu où l'on teste, où l'on écoute, où l'on mesure sans s'engager publiquement. Ce qui se joue ici n'est donc pas une conversation ordinaire, mais une opération d'évaluation. Évaluation d'un climat politique, évaluation d'un rapport de force, évaluation d'un risque. Lorsqu'un État est encore perçu comme solide, prévisible, pleinement souverain dans sa trajectoire. Ce type de canal parallèle n'est pas nécessaire. Tout passe par les voies officielles. Tout est transparent, du moins en apparence. Le recours à la diplomatie de l'ombre marque au contraire l'entrée dans une phase d'incertitude. La Gambie offre aussi un avantage stratégique majeur, elle permet d'éviter l'affrontement symbolique. Une rencontre à Paris ou à Bruxelles aurait immédiatement produit une onde de choc diplomatique. Elle aurait forcé des clarifications des démentis des tensions ouvertes. À Banjul, tout peut rester officieux. Tout peut être nié. Et pourtant, tout peut être acté. C'est précisément cette ambiguïté qui rend l'événement si lourd de sens.
Il faut également observer ce que cette rencontre dit implicitement de Yaoundé. Lorsqu'un pouvoir conserve une autorité incontestée, il reste le passage obligé de toute discussion sérieuse sur l'avenir du pays. Le fait que des échanges se tiennent en dehors de ce cadre traduit une perte relative de centralité, non pas un effondrement immédiat, mais un affaiblissement progressif, une fissure dans le monopole de la décision politique. Dans ce type de configuration, la souveraineté ne disparaît pas brutalement. Elle se dilue. Elle devient partagée, fragmentée, contournée. Des acteurs extérieurs commencent à envisager l'avenir du pays sans attendre le feu vert du pouvoir en place. Ils explorent des hypothèses, bâtissent des scénarios, identifient des points de rupture possibles. Et pendant ce temps, la population, elle reste largement spectatrice, tenue à distance de ces calculs silencieux. Banjul devient alors le symbole d'un paradoxe inquiétant. Plus un régime affirme sa maîtrise, plus certains signaux indiquent que cette maîtrise est désormais questionnée ailleurs. La diplomatie parallèle n'est pas une attaque frontale, c'est une mise en attente. Une manière de dire que toutes les options restent ouvertes, y compris celles que le discours officiel refuse catégoriquement d'envisager. C'est dans ce silence, dans cette absence de déclaration, que réside la véritable violence politique de l'événement. Rien n'est annoncé, mais tout est suggéré. Rien n'est décidé publiquement, mais beaucoup semble déjà être envisagé. Et lorsque les discussions commencent à se tenir dans des lieux où l'État concerné n'est plus le maître du cadre, c'est toujours le signe que quelque chose en profondeur est en train de se désajuster. Si Banjul est devenu l'espace où l'on observe l'avenir du Cameroun à distance, que cherche-t-on réellement à mesurer? Et surtout, jusqu'où ces évaluations pourraient-elles aller avant de produire des conséquences irréversibles? Dans les périodes de stabilité apparente, certaines figures politiques restent confinées aux marges. Elles existent, mais ne comptent pas. Elles parlent, mais ne pèsent pas. Puis vient un moment précis où ces mêmes figures changent de statut, non parce qu'elles ont conquis le pouvoir, mais parce que le système commence à douter de lui-même. Issa Chiroma s'inscrit aujourd'hui dans cette bascule silencieuse. Il ne s'agit pas ici de construire un récit héroïque, ni de transformer un opposant en solution providentielle. L'histoire politique africaine regorge d'illusions de ce type. Ce qui rend Issa Chiroma pertinent aux yeux de certains acteurs internationaux tient à une logique bien plus froide. Il est devenu un outil de lecture, un capteur, un point d'entrée pour comprendre un malaise plus large. Dans les phases de tension, les diplomaties ne cherchent pas des leaders idéaux, mais des signaux exploitables. Issa Chiroma concentre plusieurs éléments qui attirent l'attention dans un contexte de fragilisation du pouvoir central. Son parcours, sa rupture, sa mise à distance du système, mais aussi la manière dont il est perçu par différentes franges de la société, produisent une information précieuse, non pas sur sa capacité à gouverner, mais sur l'état réel du rapport entre l'État et certaines dynamiques sociales. C'est cette information qui intéresse bien plus que son programme ou ses intentions. Dans les transitions politiques, les figures dites marginales jouent souvent un rôle paradoxal. Elles ne dirigent pas nécessairement le changement, mais elles en annoncent la possibilité. Elles servent de thermomètre. Lorsque ces figures commencent à être écoutées à l'extérieur, cela signifie que l'ordre établi n'est plus considéré comme totalement hermétique. Les partenaires étrangers cherchent alors à répondre à une série de questions implicites. Quelle est la profondeur du mécontentement? Quelle est sa structuration? Est-il diffus ou organisé? Peut-il produire autre chose qu'une colère éparse? Issa Chiroma devient ainsi un révélateur. À travers lui, ce sont des dynamiques sociales, régionales et politiques qui sont testées. Son audience réelle, sa capacité à cristalliser des frustrations, la nature des soutiens qu'il suscite, mais aussi ses limites, sont autant de données stratégiques. Il n'est pas observé pour ce qu'il promet, mais pour ce qu'il reflète. Et ce reflet
pour certains, commence à indiquer une zone de turbulence. Il faut insister sur un point fondamental dans ce type de processus, l'individu importe moins que ce qu'il permet de mesurer. Les diplomates expérimentés savent que les transitions ne naissent pas d'un homme, mais d'un affaiblissement structurel. Elles savent aussi que les oppositions formelles ne sont pas toujours les plus pertinentes. Ce sont parfois des figures hybrides, issues du système, mais désormais en rupture, qui offrent la lecture la plus fine des fractures internes. Cette logique explique pourquoi Issa Chiroma peut être perçu comme un indice politique et non comme un partenaire politique au sens classique. Il permet d'évaluer la porosité du système, sa capacité à absorber la contestation ou au contraire son risque de fragmentation. Il permet aussi de jauger le niveau de répression nécessaire pour maintenir l'ordre, ce qui en soi est un indicateur de fragilité. Mais ce rôle d'indicateur comporte un danger évident. Plus une figure devient utile pour lire une crise, plus elle révèle que la crise est déjà bien installée. Le simple fait que Issa Chiroma suscite ce type d'attention signifie que l'avenir n'est plus pensé exclusivement à travers les canaux institutionnels. Cela signifie que le pouvoir central n'est plus l'unique source de projection crédible. Dans ce contexte, l'essentiel n'est pas de savoir si Issa Chiroma réussira ou échouera politiquement. L'essentiel est de comprendre pourquoi il est désormais regardé. Et cette question renvoie inévitablement à une autre beaucoup plus inquiétante que disent ces regards extérieurs de l'état réel du pays. Que perçoivent-ils que le discours officiel ne parvient plus à masquer? Issa Chiroma devient alors malgré lui le miroir d'une inquiétude plus vaste. Une inquiétude qui ne s'exprime pas encore publiquement, mais qui s'organise, se structure, se prépare. Et lorsque des acteurs extérieurs commencent à utiliser des figures de ce type pour affiner leur scénario, cela signifie que l'hypothèse d'un changement n'est plus théorique. Si Issa Chiroma sert désormais à mesurer les fractures du Cameroun, que révèlent très réellement ces mesures, et jusqu'à quel point? Les observateurs sont-ils déjà en train de préparer l'étape suivante? Il existe une différence fondamentale entre s'intéresser à un pays et se préparer à ce qu'il pourrait devenir. Depuis plusieurs mois, le regard européen sur le Cameroun semble glisser imperceptiblement de la première posture vers la seconde. Ce basculement n'est jamais annoncé publiquement. Il ne se manifeste ni par des sanctions spectaculaires, ni par des ruptures diplomatiques brutales. Il s'exprime par des gestes discrets, des contacts non déclarés, des échanges exploratoires. Autrement dit, par une méthode. La diplomatie européenne-Afrique fonctionne rarement dans l'urgence visible. Elle avance par accumulation de signaux, par croisement d'informations, par scénarios successifs. Lorsqu'elle commence à diversifier ses interlocuteurs, à multiplier les canaux parallèles, à écouter en dehors des institutions officielles, cela indique que le cadre de référence a changé. Le Cameroun n'est plus seulement envisagé comme un partenaire à accompagner, mais comme une trajectoire à surveiller. Ce changement de posture s'explique par une convergence de facteurs que les chancelleries ne peuvent que ne plus ignorer. D'abord, l'usure politique d'un système qui peine à se renouveler. Ensuite, l'incertitude persistante autour de la succession devenue un angle mort stratégique. À cela s'ajoutent les tensions sociales, la pression économique, l'essoufflement sécuritaire et la fragilisation progressive de la confiance internationale. Pris séparément, ces éléments ne suffiraient pas à déclencher une alerte. Ensemble, ils dessinent un tableau préoccupant. Dans ce contexte, l'Europe ne cherche pas à provoquer un changement. Elle cherche à ne pas le subir. Toute la logique est là. Les grandes puissances ont appris souvent à leurs dépens que l'aveuglement coûte cher. Elles savent qu'ignorer les signaux faibles conduit à des crises incontrôlées, à des effondrements rapides, à des chaos régionaux dont les répercussions dépassent largement les frontières nationales.
Le Cameroun, par sa position géographique et son rôle régional, ne peut être traité comme un cas isolé. C'est pourquoi l'on observe une intensification des démarches exploratoires. Ces démarches ne visent pas à désigner des successeurs, ni à soutenir ouvertement des oppositions. Elles consistent à cartographier le terrain. Qui parle à qui? Où se situent les lignes de fracture? Quels sont les foyers de mécontentement? Quelles institutions tiennent encore, lesquelles montrent des signes de fatigue? Cette cartographie est essentielle pour anticiper les scénarios possibles du plus maîtrisé au plus chaotique. Un élément mérite une attention particulière, le glissement sémantique. Dans certaines analyses internes, le vocabulaire évolue. On parle moins de consolidation, davantage de gestion du risque. Moins de stabilité à préserver, plus de transition à encadrer. Ce type de glissement ne se produit jamais sans raison. Il reflète une prise de conscience, celle que la continuité n'est plus garantie et que le statu quo pourrait devenir plus dangereux que le changement. L'Europe se retrouve alors face à un dilemme classique. Continuer à afficher un soutien formel à un pouvoir en place au risque d'être prise de court par une rupture brutale. Ou bien préparer discrètement l'après au risque d'être accusé d'ingérence. Ce dilemme n'est pas nouveau. Il a traversé l'histoire des relations euro-africaines. Mais il prend dans le cas camerounais une intensité particulière en raison de la durée du cycle politique et de l'accumulation des tensions non résolues. Dans cette phase, les rencontres discrètes prennent tout leur sens. Elles permettent de tester des hypothèses sans s'exposer. Elles offrent une marge de manœuvre stratégique. Elles servent à vérifier si une transition est envisageable sans implosion, si des acteurs peuvent contribuer à canaliser les tensions, ou si au contraire, le risque d'un effondrement rapide est sous-estimé. Ce travail se fait loin des micros, loin des déclarations solennelles, loin des opinions publiques. Il serait donc naïf d'interpréter ces signaux comme une hostilité ouverte. Il s'agit plutôt d'une prudence calculée, une manière de dire que le Cameroun est entré dans une catégorie particulière, celle des États dont l'avenir n'est plus considéré comme linéaire. À partir de là, chaque information compte, chaque contact devient un indice, chaque silence devient révélateur. Ce qui inquiète le plus dans cette logique n'est pas l'existence d'un scénario de transition, mais la possibilité qu'il ne soit pas maîtrisé. Car l'histoire récente montre que les transitions improvisées produisent rarement la stabilité. Et c'est précisément ce que les partenaires européens cherchent à éviter, être confrontés à une crise qu'ils n'auraient ni anticipée, ni comprise, ni préparée. Si l'Europe se prépare déjà à plusieurs scénarios pour le Cameroun, une question demeure suspendue. Le pouvoir en place. Mesure-t-il réellement l'ampleur de ces calculs silencieux ou découvre-t-il trop tard qu'il n'est plus le seul à écrire la suite de l'histoire? À mesure que les regards extérieurs se font plus prudents, une réalité interne s'impose avec davantage de clarté. La stabilité affichée par le pouvoir camerounais repose de plus en plus sur un équilibre fragile. Ce n'est pas l'effondrement qui caractérise la situation actuelle, mais l'usure. Une usure lente, cumulative, qui touche à la fois les institutions, les élites et les mécanismes de contrôle. Le régime continue de projeter une image de continuité, d'autorité intacte, de maîtrise sécuritaire. Pourtant, cette image contraste de plus en plus avec les signaux observables. L'incertitude autour de la succession demeure entière. Elle nourrit les calculs internes, alimente les rivalités silencieuses, affaiblit la cohésion du sommet de l'État. Dans les systèmes politiques fortement personnalisés, cette incertitude agit comme un poison lent, car elle paralyse la projection et fragilise la loyauté. À cela s'ajoute une fatigue institutionnelle visible. Les appareils administratifs fonctionnent, mais peinent à se réformer. Les forces de sécurité tiennent, mais au prix d'une pression constante. L'économie sous contrainte offre de moins en moins de marge pour acheter la paix sociale.
Ce cumul de tensions ne provoque pas immédiatement une rupture, mais il réduit considérablement la capacité d'absorption du système.